Bonjour et bienvenue à ce Vauban au chalet. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir avec moi Dominique Picard de QSL qui va venir nous raconter la transformation numérique qu'il a démarré et gérée au sein de l'organisation pour laquelle il travaille. Bonjour Dominique. Allô, Hugues. Merci d'être là. Ça fait plaisir. On a une demi-heure pour se parler d'un projet titanesque que tu as mené de main de maître et qui n'est pas fini, mais un bon bout de fait. Pour commencer, peut-être, si tu nous parles de QSL. QSL, ça fait quoi pour ceux qui écoutent? QSL, c'est une entreprise privée de Québec. On est un opérateur de terminaux maritimes. Et essentiellement, on a des installations à partir de Terre-Neuve à l'entrée du Saint-Laurent. Et tu suis finalement tout le Saint-Laurent jusque dans les Grands Lacs, descend par le Mississippi, puis on va jusqu'au Texas. Alors, on a une cinquantaine de terminaux tout à travers ce circuit-là, si tu veux. Où on est en mesure de charger, décharger des navires, des camions, des trains. En fait, on fait le transbordement et si le cargo de nos clients a besoin d'être entreposé, bien, il est entreposé sur place, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et essentiellement, ce qu'on transborde ou ce qu'on manipule entre les différents moyens de transport, encore une fois, toujours principalement au niveau du secteur maritime, toujours, en fait, le secteur maritime qui est impliqué, c'est essentiellement du cargo vrac, ou ce qu'on appelle le break bulk, qui est du cargo général. Quand on parle de cargo vrac, ça peut être du sel, ça peut être du sucre, ça peut être du minerai, c'est un paquet de trucs, un paquet de cargos différents. Encore une fois, comme je l'ai dit, une entreprise privée de Québec qui emploie maintenant plus de 2000 personnes à la grandeur du réseau, c'est vraiment exceptionnel. Et outre notre main-d'œuvre, notre deuxième plus gros actif, c'est essentiellement toute notre flotte d'équipements, notre parc d'équipements dont on a besoin finalement pour charger et décharger ces différents moyens de transport. Alors voilà, ça te donne une très, très belle entreprise. En fait, que je l'ai toujours dit, j'étais à l'époque associé dans une firme multinationale, dans un des Big Four. Et quand je me questionnais à savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars, je disais, si un jour je quitte, ça va être pour une entreprise privée, c'était mon premier critère, et je veux rester à Québec. Je suis amoureux de cette ville-là. Et juste en disant ça, déjà ton bassin est assez réduit, disons, d'opportunités. Alors, dans mon shortlist, il y avait QSL et j'adore mon travail. Alors, je suis là depuis maintenant 6 ans et c'est une PME. Une PME. La définition de PME, évidemment, elle varie selon si tu es à New York, si tu es à Los Angeles ou si tu es à Québec. Mais disons que c'est une très, très belle PME et quand même une PME assez importante. Oui, je suis bien d'accord. Fait que de comptable de formation, il y a 3 ans, tu as démarré ce qui s'est appelé transformation numérique chez QSL, mais la pierre angulaire de tout ça, c'était entre autres le système de gestion de l'entreprise, donc du cœur d'affaires de la business, que vous avez pris la décision de développer custom ou de faire développer custom pour vos besoins. C'est ça? Exactement. C'est précisément ce qui s'est passé. En fait, effectivement, ça fait 3 ans, pratiquement jour pour jour en mars, mais c'est important de préciser qu'avant de lancer ce projet-là, parce que le kick-off, le vrai kick-off, tu as raison, il est en mars 2018. Par contre, il y a eu énormément de travail avant le kick-off en mars 2018. Je dirais 6 à 9 mois de travail préparatoire, c'est-à-dire que avant de prendre la décision de développer un système custom-made, comme on a fait, il faut s'assurer qu'on ne réinvente pas la roue. Et évidemment, ce qu'on a fait, puis ça aussi, c'est très important de le mentionner parce qu'au début, tu as dit, je suis à l'origine de ça, c'est un travail d'équipe, ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que ce qui en a fait le succès, c'est que les gens qui s'en servent de ce système-là ont été impliqués dès le départ. Et quand je dis dès le départ, c'est avant le développement. Parce qu'avant le développement, on a regardé partout dans le monde, on n'est pas tout seul à manipuler du sel, on n'est pas tout seul à manipuler du minerai, etc., etc. Alors, on s'est dit, on va regarder ce qui se fait déjà ailleurs, puis voir si on peut
soit acheter cette solution-là, adapter cette solution-là ou acheter les droits de cette solution-là. Ouais. Et finalement, on n'a rien trouvé. Alors, ce qui nous a ramené à on va le faire nous-mêmes. Plutôt que de prendre un système existant, que ce soit un système vraiment best of breed pour le genre d'opération qu'on a, ou un système plus générique qui aurait pu être customisé, pardonnez-moi l'anglicisme, on a vraiment pris la décision, on va le faire au complet, selon nos besoins, et surtout, selon les besoins exprimés par ceux qui s'en servent à tous les jours. Ouais. Ouais. L'important, c'est de clairement définir ce qu'on va avoir besoin en bout de course. L'objectif ultime de ce que tu vas développer, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il se communique clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, oui. Et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, il faut que ce soit ça à la base. À partir du moment où ta track est claire, tu sais ce que tu veux comme finalité. Entre les deux, là, c'est les gens qui l'utilisent à tous les jours qui font la différence. Alors, c'est leur input qui est important pour développer ce qu'on a besoin. Parce qu'au-delà de travailler avec, parce qu'on est, entre autres, votre partenaire dans cette belle aventure. Avez-vous été impliqué dans ça, oui? Un peu, je pense. Un peu, oui. Mais bon. Disons ça comme ça. Disons ça de même. Mais tu sais, on travaille bien évidemment avec toi, oui. Oui. Mais au quotidien, on est avec ta gang. On est avec tes équipes. Exactement. Tes experts de contenu pour nous, les SME, les Subject Matter Experts, c'est justement ta gang qui sont des opérations qui, au quotidien, exécutent et travaillent avec les autres systèmes, parce qu'il y en a d'autres. Puis, tu disais tantôt, vous avez pris la décision d'aller vers le custom pour avoir justement quelque chose qui colle à vos opérations, à vos processus stratégiques, critiques et tout ça. Mais il y a quand même des morceaux, puis c'est quelque chose que nous autres, même si, comme tu sais bien, on est une shop de développement custom, on n'a pas reprogrammé un système comptable pour chez vous. T'sais. Donc, il y a des morceaux, il faut comprendre, pour ceux qui écoutent, que dans un développement custom, ce que vous avez fait comme choix implique aussi de toujours se questionner sur ne pas réinventer la roue, ne pas programmer quelque chose qui existe puis qui fit selon les besoins, tel que, Dieu sait, quelqu'un qui reprogramme un système comptable, il n'a pas fait un bon tour là, de ce qui existe. Là, non, ça, c'est sûr. Forcément. Là. C'est sûr. Effectivement, puis c'est définitivement l'approche qui a été prise. Et c'est important de garder à l'esprit que oui, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a 3 ans et demi, 4 ans, disons, si on prend l'étape préparatoire en amont du début du développement. QSL a toujours été une entreprise très, je dirais, avant-gardiste. Dès ses débuts, technologiquement, je pense qu'ils étaient, en fait, non seulement je pense, j'en suis convaincu de ce que j'ai vu, même, je connais QSL depuis pratiquement une vingtaine d'années, puis même au tout début de ma relation avec eux, au début des années 2000, je considérais déjà qu'ils étaient en avant de la parade en termes de technologie. Alors, il y a un héritage qui a toujours été là. Et je dirais que peut-être entre le début des années 2010 jusqu'à peut-être 2015, c'est là qu'il y a peut-être eu un ralentissement au niveau développement technologique chez QSL qu'il fallait reprendre à partir de 2015, je dirais. 2015-2016. Mais l'héritage était déjà là, puis le thinking des gens dans l'organisation, du staff, des équipes, des gens qui travaillent sur le terrain, il avait déjà cette volonté-là d'avoir un système qui leur était propre. Puis je me rappelle très bien quand on a annoncé que plutôt que de choisir un système existant puis d'essayer de le customiser, on avait pris la décision de redévelopper, parce que notre système s'appelle TC3, comme tu le sais. TC3, pourquoi? Parce qu'il y avait TC1 qui existait puis qui était là. Alors, dans le fond, je pense que les employés étaient contents de savoir et heureux de savoir qu'on allait finalement prendre un peu le même modèle. C'est-à-dire, ça a été fait une fois, ça a été un succès. On va le refaire au goût du jour. On va corriger ce qu'on considérait qui était peut-être des faiblesses de l'ancien système. Alors, je pense que ça a facilité beaucoup je dirais, le changement qui a été apporté dans les dernières années. Puis je me trompe-tu si un des drivers qui a aussi orienter cette décision-là, c'est la complexité de ce que vous gérez, c'est-à-dire de la logistique à une échelle complètement démesurée, une diversité de ce que vous recevez par bateau, des moyens d'entreposage extrêmement divers aussi. On parle d'une quarantaine de ports. Tout ça, c'est un écosystème qui est vaste et complexe.
des prix qui font la différence sur tu gagnes ou tu gagnes pas le voyage, le bateau qui va venir dans les ports que tu gères. Donc tout ça, cette complexité-là, c'est ce qui fait votre ADN aussi. Puis il n'y a pas d'ailleurs dans votre mission, c'est Tailor-Made for Success. Tailor-Made Success. Exactement. Puis en fait, j'allais t'amener là, puis finalement, tu t'y es rendu tout seul. Nos clients, on est une business de service. Hein? On ne vend pas des trucs qui sont tous pareils, puis on ne vend pas un service qui est toujours pareil. Nos clients ont des cargos qui sont tous différents. Nos clients ont des besoins qui sont tous différents. Et la beauté, c'est qu'on s'adapte à leurs besoins. Puis je pense qu'on a une solution technologique maintenant qui va faciliter de s'adapter à ce dont ils ont besoin. Et c'est sûr que dans tout le développement, je pense à certains clients qui ont des opérations assez complexes, notamment au terminal de Bécancour, terminal de Québec, ici, où on fait de la consolidation de cargo pour des clients, de la conteneurisation de ces différents cargos-là, optimiser l'espace sur des navires. C'est très complexe, puis en général, c'est de très gros clients qui veulent eux-mêmes suivre on est un centre de consolidation, alors eux attendent beaucoup de matériel qui rentre à notre terminal puis qui s'en va sur leur site à eux autres. Alors, tu comprends qu'ils suivent il faut être capable de leur donner de l'information en temps réel, exactement où est-ce que c'est rendu. Ils attendent après ça pour les fins de leur opération, qui sont souvent des opérations, entre autres des opérations minières, qui sont des opérations critiques et qui ne peuvent pas attendre. Puis, bien, exact. Puis, sans aller dans les secrets, vous avez, bien évidemment, dans ces systèmes-là, plein de superbes technologies. Mais au-delà de ça, tout ce qui est véhicules qui sont monitorés, la totalité des opérations sont monitorées, au point où la transformation numérique que vous avez opérée avec ce système-là vous a même permis de remporter le Grand Prix québécois de la transformation numérique dans la moyenne grande entreprise. Hein. Tout à fait. Fait qu'il y en a de la techno dans l'histoire. En fait, l'objectif depuis le début, Hugues, c'est d'en venir à avoir une information sur tous les intrants majeurs de notre processus d'affaires. Oui. Okay? C'est ça l'objectif à la fin de la journée. Tu veux savoir quels équipements j'ai utilisés pour transborder tel cargo, quelle personne, c'est qui les employés qui ont travaillé là-dessus, qui ont été les opérateurs des différents équipements, est-ce que les équipements ont été optimisés dans leur utilisation? Oui. C'est une question hyper importante. J'ai dit tantôt, notre actif le plus important, outre notre personnel, c'est notre flotte d'équipements, alors il faut en optimiser l'utilisation. Oui. Ceci étant dit, ce qu'on a fait comme développement de TC3, c'est important aussi de mentionner qu'on a mis une espèce de layer qui est ce que vous appelez un middleware, puis je ne veux pas aller trop dans le technique, là, mais tu l'as bien dit, on développe notre solution TC3, puis on met autour des solutions existantes, ce qu'on a considéré, nous, selon nos analyses, comme étant les best of breed dans les différents logiciels. Tous ces beaux systèmes-là se parlent ensemble. Puis ce qui est bien important, on a mis au-dessus de tout ça, comme tu le sais, une couche de BI, avec Power BI pour ne pas le nommer. Et tu sais, il y a toujours eu une forte culture technologique chez QSL. Bien, aujourd'hui, est encore plus forte, cette culture technologique-là. Les gens sont rendus assoiffés d'informations. À la limite, je te dirais, on est pratiquement victime de notre succès parce que là, tout le monde veut savoir un peu d'informations sur ces opérations. Ouais. Et tu parlais de transformation numérique. On a effectivement, dans le cadre de tout ce projet-là, adopté la télémétrie, évidemment. Ouais. Ça aussi, on a adopté une solution québécoise qu'on a implantée on est rendu à plus de 60 %, si ce n'est pas 70 % de notre parc d'équipement. Et évidemment, ça nous donne une information hyper importante sur, notamment, que je le disais tantôt, l'utilisation des équipements, s'assurer que les équipements ne tournent pas pour rien. Donc, réduction importante des coûts de maintenance, réduction importante des coûts de carburant, etc., etc. Et tout ça, les données sur l'utilisation de notre parc d'équipement, bien, qui viennent feeder combien nos jobs coûtent,
combien ça a coûté faire tel ou tel job. C'est ça à la fin de la journée. Il faut que tu saches, est-ce que je price mes trucs correctement? Oui, carrément. Puis, je vais faire du pouce là-dessus, sans vouloir te mettre trop sous le spot, mais justement, vous l'avez fait, vous êtes en plein dedans, et ça continue, cette transformation numérique. Est-ce que tu juges que la transformation numérique, digitalisation, peu importe comment on l'appelle, de nos entreprises québécoises, va bien? Puis, y a-tu des business qui vont être à risque là, dans pas long? On parle de leur survie même, là, s'ils ne se mettent pas en mouvement. Comment tu vois ça? Écoute, c'est sûr que ma vision depuis, ma visibilité depuis 6 ans, elle est plus restreinte à mon champ d'opération puis à l'industrie dans laquelle je suis maintenant. Mais je pense que de façon générale, puis la dernière année l'a un peu démontré, le virage technologique, ce n'est pas une option. En ce sens où si tu ne le prends pas, d'après moi, tu vas être rattrapé par les autres joueurs de ton industrie ou de ton secteur qui, eux, vont avoir fait le choix de prendre ce virage technologique-là. On a juste à penser aux grands de ce monde. Et évidemment, moi, je suis dans un secteur qui est business to business, mais notamment dans le retail, ce n'est pas une option. Dans le secteur des services, ce n'est pas une option non plus. Regarde les bureaux de professionnels, à quel point ils se sont adaptés rapidement dans la dernière année. Prends des technologies comme Microsoft Teams, pour encore une fois ne pas nommer un produit Microsoft. Je me rappelle, Teams était une solution qui existait avant la pandémie, qui était vouée à remplacer Skype. Le taux d'adoption était très lent. Avec la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Mais les organisations qui n'étaient pas setupées pour s'en aller rapidement sur un VPN, travailler à distance, avoir déjà la solution Teams d'implantée. Oui, c'est ça, exact. Ça devient plus... Il ne faut pas juste prendre le modèle pandémique comme étant le modèle de l'avenir, mais quand même, la pandémie a démontré qu'il fallait avoir une capacité d'adaptation rapide en technologie. Et ceux qui l'ont fait ou ceux qui l'avaient, cette capacité de s'adapter rapidement, bien, c'est sûr qu'ils ont traversé plus facilement Il y a quand même beaucoup de monde qui disent que ça ne reviendra jamais comme avant non plus. Donc, ce virage-là, on verra dans quelle mesure on va récupérer notre écosystème de travail d'avant. Mais clairement, je pense que ça a été un électrochoc pour plein d'industries et d'entreprises, ça c'est sûr. Tout à fait. Puis il faut continuellement se questionner, notamment sur des outils. Par exemple, au niveau opérationnel, chez nous, là, de plus en plus, la solution qui a été développée, TC3, bien, de plus en plus imbriqué dans le téléphone. Le téléphone s'est rendu un outil de travail hyper important. Oui. Donc, tu fais d'une pierre deux coups avec un même outil. Maintenant, tu as plusieurs... Tu as justement ton Teams là-dessus, tu as ton système opérationnel, tu as un paquet d'affaires. Assez que il faut remettre en question bien des trucs aujourd'hui dans les organisations, aussi banal que le téléphone à ligne dure. Je suis rendu là à me demander... À quoi il sert? À quoi il sert le téléphone? Pourquoi on paye une ligne? Puis parce qu'on est en fin de vie, notamment là-dessus. On se questionne. Oui. L'important, c'est de toujours se challenger. Oui. Bien, effectivement, le téléphone cellulaire, même dans les usines, tu sais qu'on a beaucoup de clients manufacturiers. Les employés l'ont toujours dans leur poche. Tout à fait. Si tu veux scanner quelque chose, il y en a un scanner, ton appareil photo fait office de scanner, tu veux envoyer des informations, des alertes, des trucs, c'est extrêmement puissant et très souvent sous-utilisé, effectivement. Dans un contexte de croissance, parce que vous êtes en croissance. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bien, as-tu quelques chiffres juste pour le bénéfice de ceux qui écoutent, là, mettons dans les 5-10 dernières années? Bien, écoute, moi, je suis arrivé en 2015 et on avait fait une planification stratégique à cette époque-là. Mettons, la planification stratégique avait été livrée à l'été 2016. Et on avait comme objectif à ce moment-là de doubler le chiffre d'affaires sur un horizon de 10 ans. Ça fait 2016, ça fait 5 ans, puis on est déjà rendu là. Alors, ça peut donner un ordre de grandeur. Oui. Juste dans la dernière année, on a fait 4 acquisitions. Donc, oui. Ça va vite. Ça va très vite. Et par contre,
c'est pas... Il faut faire attention. On n'est pas en mesure de faire autant d'acquisitions en raison des systèmes. Non. Je dirais qu'on est en mesure de faire autant d'acquisitions parce que, je l'ai dit tantôt, on a maintenant une culture technologique, on a une culture d'information de gestion, on a des gens qui ont développé clairement une expertise BI. Puis le terme BI, des fois, il est utilisé à bien des sauces, là. Chez nous, le BI, c'est essentiellement d'analyser la donnée qu'on a. OK, c'est ça le BI chez nous, on dit Business Intelligence. Je l'ai dit tantôt, on a imbriqué plusieurs systèmes différents. Ils ont tous un peu leurs caractéristiques pour comment ils classent leur information, les bases de données en arrière de tout ça. Le BI, c'est de venir mettre une couche là-dessus. On prend tout ça, on verse ça dans une espèce de base de données générique où on peut croiser toutes ces informations-là. C'est ça le... Puis à partir du moment où tu as cette culture-là dans une organisation, je pense que tu es capable de t'adapter comme ça. Alors, on achète une business de transport, par exemple. Évidemment, ce n'est pas les mêmes systèmes que nous. C'est pas la même business. On ne peut pas prendre un rond et le faire fitter dans un carré. Alors, on va vivre avec les systèmes, puis les business de transport, il y en a en masse. Il y a des systèmes très bien montés pour faire ça. On ne réinventera pas la roue. Mais ce qu'on risque de faire, par exemple, on risque de se plugger dans la base de données puis du système, puis là, de venir croiser ça avec nos propres données à nous autres. Ça, c'est clair qu'on s'en va là. Le concept de bien démocratisé maintenant, qu'on appelle Data-Driven Company. Oui, définitivement. Une entreprise qui gère avec ses données et qui s'assure d'avoir une visibilité suffisante sur l'entièreté de ses données organisationnelles pour prendre des décisions rapides. Tu sais, toute l'initiative de QSL en transformation numérique s'appelle comment? S'appelle Data. Et pourquoi? Parce que notre chef de la direction, il avait dit à un moment donné, puis il dit souvent, puis je ne me rappelle plus à qui appartient cette phrase célèbre-là, là, mais « In God we trust, all other bring data ». Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Data, notre initiative, parce on a soif de données. C'est avec des données que tu es capable de prendre des décisions d'affaires éclairées. Voilà. Puis tu avais le CEO de Netscape aussi. Tu as vu ça là? Non. Il y en avait une autre bonne qui disait, il dit « If you have data, let's look at data. If you have only opinions, let's go with mine. » Mais c'est drôle, tu me parles de Netscape parce que hier, j'étais sur un Apple Teams avec quelqu'un, puis je cherchais justement, on parlait, parce que QSL, quand je te dis qu'ils étaient très avant-gardistes, ils ont été dans les premiers à développer une application. Netscape, si je ne me trompe pas, c'était un des premiers browsers, c'est ça? Oui, dans les meilleurs, du moins. Ouais, c'est ça, exact, de l'époque. Alors, avec Netscape, il avait développé toute une interface, évidemment HTML, et c'est ça, on cherchait le nom du premier browser, puis là, tu viens de me le rappeler. Netscape. Ça fait un bout. Si je te demande, quel est le meilleur timing pour innover? Innover technologiquement, oui, mais innover dans une organisation. Tu me dis quoi, Dominique? Le moment pour innover, il est toujours bon. Là, je vais mettre mon chapeau de gars de redressement d'entreprise à l'époque. Évidemment, si tu es dans une situation financière précaire, c'est peut-être plus difficile. Ouais. Mais je te dirais que même dans une situation financière précaire, il faut que tu te poses la question à savoir, est-ce que je suis justement pas dans cette situation-là parce que j'ai trop pris de temps à investir en innovation? Moi, je pense que ce qui est important, évidemment, l'innovation, c'est parce que souvent, les gestionnaires vont être ambivalents à dire, est-ce que je viens affecter mon PNL avec une dépense importante en innovation? Parce que quand tu commences à innover, tu ne sais pas si tu vas aboutir avec un actif. Tu comprends? Oui. Si ça se ramasse dans tes résultats, ça se peut que ça vienne complexifier un peu ton analyse financière, ta situation financière. Ça se peut que ça amène des préoccupations de tes partenaires financiers. Alors, c'est d'être capable, je pense, de conserver ou de clairement identifier une enveloppe financière réservée à l'innovation en début d'année. Pas besoin de te dire que moi, les budgets, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Il faut absolument faire un processus budgétaire. Et donc, tu réserves une enveloppe budgétaire pour ton innovation. Puis à partir du moment où tout le monde est informé, que tes partenaires financiers sont informés, si ça finit et que c'est capitalisé, tant mieux, ça n'aura pas affecté trop tes résultats. Et si ça affecte tes résultats, je pense que c'est d'être en mesure d'expliquer à tes partenaires financiers qu'il faut faire des sacrifices dans la rentabilité
pour s'assurer d'une pérennité. Ça aussi, c'est assez important. Moi, j'adore ce que tu dis. Dans le fond, c'est exactement comme on va prévoir la fin de vie utile de certains équipements. Tu prévois donc de les remplacer. Absolument. En innovation technologique, tu fais la même chose en tant que CFO. Tu prévois un budget qui se doit d'être investi. Peut-être dépenser si jamais les mauvais choix sont faits, ça se peut, mais au moins, c'est une roue qui tourne, puis tu t'assures de garder tes systèmes à jour, faire innover, faire évoluer ces systèmes-là. Puis nous, on le répète, ce que tu viens de dire, on le répète bien évidemment à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est qu'on est tellement entouré de technologies que c'est de jouer à l'autruche que de ne pas vouloir en mettre dans nos budgets, parce que forcément, à terme, les technos vont rentrer progressivement partout dans les organisations et dans tous les processus. Fait que, aussi bien le budgéter. Ça va clarifier la démarche, puis ça va clarifier aussi, potentiellement pour soit des investisseurs, actionnaires et autres, OK, c'est là que l'argent s'en va et pour tel projet. Ce qui est souvent, encore une fois, la raison pour laquelle certains entrepreneurs ou certains gestionnaires peuvent être ambivalents, c'est que quand tu achètes une pièce d'équipement, tu achètes un loader, tu achètes peu importe ce que tu achètes, c'est concret, il est là, il a été livré, il a été installé, il fonctionne. Quand tu investis en innovation, des fois, ça se peut que tu ne sais pas exactement si le résultat final, de quoi il va avoir l'air. Écoute, been there, done that. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Tu sais, on a investi des montants importants. Puis quand tu n'es pas dans le menu détail, quand tu n'es pas collé sur le développement, au jour le jour de la solution, là, de dire on s'en va dessus quelque part avec tout ça, avec tout ce qu'on a investi, là, ça prend un certain acte de foi. Hein. C'est clair. Tandis que la remorque, quand tu recules et elle te dompe le loader dans le cours, il va te dire c'est aucun acte de foi là, il est là, puis j'ai les clés dans les mains. Là. Fait que, c'est ça qui est un petit peu tricky. Et encore une fois, toute la question des cash flows, la question de la rentabilité. Tu sais, je change de chapeau depuis tantôt là, entre le gars qui est. Je dirais pas que je suis un geek de techno, là, mais si tu voyais mon ordinateur chez nous, tu disais, il y a sûrement un petit côté techno. Mais bref, il y a une réalité financière aussi d'une PME. Elle a des ratios financiers à rencontrer pour son financement, puis des fois, c'est un petit peu tricky, foutu, comment l'innovation va être traitée par mes banquiers, puis ça va-tu me rattraper si on n'accouche pas à quelque chose? Ça se peut, ça aussi. Ça se peut. Alors, non, il n'y a pas. Je dis pas que c'est simple. C'est pas une ligne, je le fais pas. Mais il y a un peu de gris quand on englobe tout ça, puis il faut analyser ça en détail. Oui. Ça rentre de plus en plus dans les bonnes pratiques. Même des banques, là, ils s'attendent à ces investissements-là. Sinon, ce qui commence aussi à poindre à l'horizon, c'est qu'il s'accumule une dette technologique. Donc là, les banquiers voient aussi venir que l'entreprise qui n'a pas assez investi dans cette technologie ou en innovation technologique, peu importe, va potentiellement devenir à risque et perdre des parts de marché pour une question de dette technologique qui va être dure à rattraper. Ouais. Fait que tu vois, c'est jamais parfait, mais ça se place. Mais je te dirais aussi, Hugues, je pense que comme dans n'importe quoi, tu aimes ça avoir une idée quand tu es un gestionnaire, un propriétaire de PME. Tu veux avoir une idée, c'est quoi le sweet spot d'investissement? Ouais. C'est-tu 0,5% de mon chiffre d'affaires? C'est-tu 5% de mon chiffre d'affaires? Ça, je pense que ça commence à sortir. Il y a besoin de guidelines. Je pense que ça va être important de commencer à démocratiser les guidelines là-dessus pour qu'au moins on ait une indication Bien, Harvard Business Review a fait quelque chose un bon papier là-dessus. Puis, par curiosité? Écoute, ce qu'il dit... En pourcentage de chiffre d'affaires. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourcentage de chiffre d'affaires. 3% OK. annuel, c'est ce qui te permet de maintenir à jour et de faire ce qu'ils appellent évolution et maintenance à un rythme normal. À 5%, c'est les entreprises qui vont vouloir non seulement dépasser, mais potentiellement, ils appellent disrupter, donc mettre de la rupture dans le modèle d'affaires potentiellement. Donc, arriver avec des innovations de rupture pour que la business ou l'industrie dans laquelle ils œuvrent se transforme grâce à leurs innovations. Donc,
En 3 tu es dans le save, sur shot, puis 5, tu commences à tirer à boulet rouge sur tes concurrents. Ouais. C'est intéressant parce que je vais te donner mon matrix. Okay? Nous, j'avais un board review la semaine passée, c'est pour ça que je l'effraie à l'esprit. 3 ans, depuis mars 2018 à mars 2021, on a investi 1,8 % de notre chiffre d'affaires sur la période. Les investissements totaux de 3 ans sur les revenus totaux de 3 ans, 1,8 %. Donc, on était un petit peu en bas de ton threshold de 3 %. Ouais. Puis pour moi, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, ça va m'amener à me questionner, est-ce qu'on ne devrait pas continuer pousser encore un peu plus? Puis, tu sais, éventuellement, c'est clairement là qu'on veut aller avec notre solution. Je pense que je t'en ai déjà parlé, là, mais évidemment, on est en train d'accumuler énormément de données. Ouais. Prochaine étape, ça va être évidemment fort probablement une couche d'intelligence artificielle là-dessus. Puis je suis très, très prudent parce que l'intelligence artificielle aussi, ça a été galvaudé pas mal dans les dernières années. Énormément. Et l'intelligence artificielle, nous, on commence à avoir une idée de plus en plus précise de c'est quoi qu'on veut faire avec ça. Et je te parlais tantôt de la télémétrie. Bien évidemment, tous nos équipements, on commence à avoir une bonne idée des circuits qu'ils font, c'est quoi, comment ça tourne. Nos cargos dans certains terminaux, c'est sûr qu'il y a une optimisation à faire en termes de réduction de déplacement et tout. Ça, on commence à... Il y a des gains. Là. C'est sûr qu'on est dans le terrain de jeu de l'intelligence artificielle, mais tout n'est pas dans le terrain de jeu de l'intelligence artificielle. Il faut être très, très prudent. C'est un outil dans une boîte à outils. Hein. Voilà. Puis avant de faire de l'intelligence artificielle, la base, si j'ai bien compris ce que c'était, ça prend de la donnée. On est en train de l'avoir là-dedans. Et des systèmes fiables et voilà. Tout ce qu'on a mis en place chez vous depuis ces années. Dernière question. Merci d'ailleurs pour tout ce partage, mais si tu avais à donner justement 1 ou 2 conseils là, à ceux qui hésitent à se lancer ou à se mettre en mouvement dans leur transformation numérique, tu leur dis quoi? Je leur dirais 2 choses, selon moi, 2 choses principales. Puis je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure. Il faut que la finalité soit claire. Il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas avec ce projet-là, cette initiative-là. Ouais. Il faut que ce soit communiqué clairement aux personnes qui vont être impliquées. Et, très, très important, le personnel. Il faut que le personnel y adhère. Il faut que le personnel comprenne où est-ce que tu t'en vas. Il faut que le personnel qui va utiliser ces outils-là soit impliqué dans ça. Si tu fais tout ça, qui n'ont jamais été impliqués, puis que tu arrives à la fin, puis que tu essaies d'implanter ça, là, ça va être une catastrophe. Ça va être un flop. C'est sûr. Alors, tout au long de ce processus-là, chez nous, là, je l'ai dit tantôt, ils ont commencé en amont, avant même qu'on parle à Vauban. Et on a écouté leur input, ils ont regardé avec nous autres. Écoute, on avait des meetings, tu as déjà vu les salles de conférence chez nous, je ne sais pas si tu as déjà vu quand on enlève le mur entre les deux, c'est énorme. Alors, c'était ces 2 salles-là, là, des présentations de développeurs de logiciels, en fait, pas de développeurs, qui avaient des solutions complètes déjà existantes. Tu comprends? Qui sont venus faire les présentations. On remplissait la salle au complet des gens de nos équipes qui venaient écouter ce qu'il y avait à dire, puis tu sais, on faisait un débriefing de ça et tout. Donc, tout le long, ils ont été impliqués, puis dans le développement, ça aussi, tu en as parlé tantôt, puis c'est le nerf de la guerre. Les subject matter experts, ça aussi, c'est un terme un peu galvaudé, là, mais les SMI, nous autres, c'est ça, c'est des SMI. Alors, des gens qui ont un travail très précis dans nos processus, dans notre chaîne opérationnelle, si tu veux, souvent des éléments clés, des éléments critiques. Leur input, il est critique. Alors, tout au long, ils ont été impliqués dans le développement et c'est ça qui a fait la différence. Donc, clair où est-ce qu'on s'en va, clairement communiquer et l'input de tout le monde qui va utiliser ça, je pense que c'est le succès. On avait beaucoup, beaucoup parlé tout au long de ce processus-là, de la gestion du changement. Ouais. Mais la gestion du changement, quand le personnel est impliqué dedans, elle se fait bien plus naturelle que
écoutez, il y a un système qui s'en vient. Vous n'avez rien vu, là, mais ça s'en vient dans 9 mois, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois. Le Go Live. Puis voici des petits documents sur comment ça va marcher. Ouais. Pas besoin de faire ça. Là. Il se fait naturellement. La gestion du changement se fait naturellement parce que les gens ont été impliqués. Ouais. Ils en entendent parler. Tu sais, évidemment, tout le monde n'est pas un SME, tout le monde n'est pas un power user, mais les SME et les power users, ils parlent avec leurs coéquipiers, avec leurs collègues. La job se fait un peu naturellement. Le bouche-oreille fait la job pour la reste. Puis là, je vais faire un bout de chemin pour vous autres. Avoir un partenaire, puis je vais le dire très ouvertement, ce qui a fait la différence qu'on est allé avec Vauban, c'est la compréhension de notre défi. Ouais. OK? Et ça, peu de monde qui était passé chez nous, qui avait, tu sais, en amont de toute cette démarche-là, vous avez passé, de mémoire, à l'automne 2017, vous avez probablement passé une couple de mois à regarder tous les ateliers qu'on avait. On avait fait un paquet d'ateliers, tu sais, pour comprendre nos processus. Il faut se comprendre, hein, ça aussi, c'est un élément clé. Il faut se comprendre. Alors, on a fait un paquet d'ateliers justement pour se comprendre. Tous les ateliers qui avaient été documentés, vous vous êtes tapé ça au complet. Puis à un moment donné, à la fin de ce processus-là, vous nous avez fait une espèce de démonstration, puis j'aurai encore la photo dans mon téléphone, une espèce de whiteboard chez Vauban de notre processus au complet. Quand on avait vu ça, on a dit, ouais, eux autres, ils ont compris le modèle. Et c'est ça qu'on a besoin. Ah, c'est là qu'on est allé. Bien, merci pour le compliment. Mais merci du partage, Dominique. C'était inspirant et, j'en suis convaincu, très, très parlant pour ceux qui soit sont déjà dans la ride de leur transfo numérique, soit s'apprêtent à se lancer. Fait que, encore une fois, merci d'être venu. Fireside Chat. Exactement. New trend. Merci. Merci. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. À très bientôt.